Bonjour et bienvenue dans cette 5e et dernière partie de mon top 42 de mes héros Marvel favoris. Donc oui, vous allez voir des personnages très connus et des personnages plutôt méconnus. On a un peu de mélange, bon, il y a quand même, soyons francs, beaucoup plus de personnages connus que de personnages méconnus dans cette partie du top. Mais quand même, je pense que le numéro 9, encore une fois, va vous étonner. Numéro 9. Doop. Ouais, j'ai souvent répété dans les réseaux sociaux, dans certaines de ces vidéos, que mon choix pour la 9e place risquait d'en étonner plus d'un. Dont acte, Doop. Si j'ai autant mis l'emphase sur Doop, c'est parce que je pense que les choix d'après sont compréhensibles, mais que celui-là, il y a clairement des sourcils qui vont se hausser. Doop est un personnage dont les vraies origines nous sont inconnues. Il s'agit d'un personnage qui ne peut exister que dans la bande dessinée, car Doop vit dans les marges, les bandes blanches entre les cases. Ah ouais. On a pu y croiser différents membres de sa famille, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a l'air diablement compliqué ce bordel. Donc on va commencer par sa première apparition plutôt, ce sera peut-être plus simple. Lieu du crime, la reprise de X-Force par Peter Milligan et Michael Allred, qui transforme l'équipe bourrine en une équipe d'adolescents qui font une télé-réalité mutante, qui se nommera ensuite X-Statix. Et pour faire une télé-réalité, forcément, il faut au moins un caméraman. Et le suspect, ce sera Doop, cette créature étrange qui parle un alphabet indéchiffrable et qui range sa caméra, comme toutes ses affaires d'ailleurs, dans l'espace de stockage qu'il a dans la bouche. Oui, vous l'aurez compris, Doop est la rencontre improbable entre Doraemon et Slimer de SOS Fantôme. Doop n'est pas vraiment moral. Quand on lui demande de s'occuper d'un collègue qui a dépassé les bornes, il le tue à la hache après l'avoir torturé mentalement. Son manque de limite morale explique d'ailleurs sans doute pourquoi il est si pote avec Wolverine. On sait pas trop pourquoi, on sait pas trop comment, mais ils sont best buddies, ok ? D'après Captain America, il est le fruit de travaux scientifiques pendant la guerre froide des labos américains. Mais je pense plutôt que le gouvernement US l'a récupéré pour faire ses expériences et l'a pas créé en fait. Par contre, apparemment, il aurait joué un rôle dans la chute du bloc soviétique. La série X-Statix était excellente de dingueries de ce genre, pour tout vous dire. De simple caméraman rigolo de l'équipe, il va commencer à avoir de plus en plus d'importance dans les scénarios. L'équipe va être transportée à l'intérieur de Doop, son cerveau va exploser et se retrouver éparpillé aux quatre coins du monde. Et X-Statix et les Avengers vont se foutre sur la gueule pour savoir qui va récupérer les morceaux du cerveau de Doop. De toute façon, Doop, il a un cerveau secondaire, donc en fait, Doop, il va combattre Thor pour récupérer son cerveau primaire. Doop est littéralement le type de personnage que je ne peux pas imaginer exister ailleurs que dans les comic books américains. Même le manga, qui part dans d'excellents délires, n'atteint pas encore ce niveau-là de dinguerie. J'adore Doop. Et les lecteurs aussi. C'est eux qu'on trouvait comment on devait déchiffrer son alphabet. Il n'est pas si indéchiffrable. En fait, il faut juste remplacer les lettres selon un alphabet bien précis. C'est littéralement le même jeu que dans les boîtes de céréales, mais sur un personnage dans un comics. Même si, d'après son scénariste Peter Milligan, on perd beaucoup du lyrisme à la traduction. Comme tous les membres de X-Statix, Doop mourra criblé de balles, mais comme il est bizarre, forcément il n'est pas mort. Il réapparaît en tant qu'astre dans le ciel, il approche petit à petit, il s'écrase sur Terre, il a quelques séquelles. On l'appelle Dap, il se fera exploser par Havok, et en fait ensuite on le revoit en détective privé sur Utopia. Grosse vibe en bouche-bug sur ce passage, sauf qu'en fait c'était pas vrai, c'était un rêve. Non, son grand retour il va le faire avec son best buddy, Wolverine, dans le titre Wolverine and the X-Men, où le Griffu demande à Doop d'être un professeur. Mais on le voit surtout roupiller. C'est parce que sa tâche de professeur est une couverture. Il est en fait le protecteur secret de l'école et s'occupe partout de toutes les menaces concernant l'école. C'est facile quand on se déplace dans l'espace blanc entre les cases d'un comics.
Doop aura même le droit à sa propre série, où il essaiera de jouer la sérénade à Kitty Pryde. Et commencera à parler normalement. Petite déception, certes, mais c'est sans doute le prix à payer pour passer de personnage de fond à personnage principal qui parle tout le temps. En tout cas, la série nous permet de découvrir Marginalia, le monde entre les mondes, où toutes les histoires commencent et prennent fin. Je crois que je vous ai déjà dit que j'aimais le méta, je pense que c'est une confirmation. Doop a un parcours fascinant, et encore de nombreux secrets à dévoiler, et j'ai hâte de les découvrir. Je ne peux que vous inciter à lire au moins X-Force X-Statix et Wolverine and the X-Men pour découvrir ce personnage unique et hors norme qui vit dans les marges de la 9e place de Stop. Numéro 8. Spider-Man. L'araignée est un être bien singulier. C'est vrai. Ce bon vieux Peter Parker, puisque tel est son nom, j'ai une relation compliquée avec lui pour tout dire. Il est super fun à suivre, hein. On se balade entre les gratte-ciels en balançant de la toile, piou piou, on balance des vannes en châtaignant du vilain. Mais il pourrait être plus haut. Il devrait être plus haut même, soyons francs. Mais voilà, il l'est pas. Pourquoi donc ? Je vais vous répondre, vous en faites pas. Peter Parker devient Spider-Man suite à une morsure d'araignée radioactive. Il y gagne des sens d'araignée et le pouvoir d'adhérer au mur. Je reviens même pas que je suis en train d'expliquer ça en fait. Cherchant d'abord à gagner de l'argent avec ses pouvoirs, afin d'aider son oncle et sa tante à payer les charges, faut quand même rappeler ça, voilà. Il sera un peu pris de vanité et n'arrêtera pas un voleur. Hélas, l'hubris ne paie pas et le voleur, eh bien, tue son oncle Ben et c'est là que l'on sait qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Cette phrase, si vous l'avez pas entendue au moins une fois, les histoires de Spider-Man tournent autour de la notion de responsabilité. Beaucoup. À un point où, au bout d'un moment, ça tourne à la flagellation, je trouve. Je veux dire, c'est d'un psy dont il a besoin. Plus que Batman. Batman vit à peu près bien le fait d'être Batman. C'est son entourage qui a besoin d'une équipe de psychiatres. Spidey, il le vit pas bien du tout, soyons francs. Il a littéralement des crises de culpabilité fréquentes. Et ben, je trouve ça un poil navrant à regarder au bout d'un moment. Car, quoi qu'on fasse, en tant qu'humain, on ne peut jamais, je dis bien jamais, réussir toutes les responsabilités qui nous tombent dessus. On doit choisir. Des choses que l'on doit accepter d'être responsable, et d'autres non. Et le drame de Spider-Man, c'est qu'en choisissant le thème de la responsabilité, il ne choisit jamais. Sans cesse bloqué. Et du coup, il fait mal ou à moitié les différentes choses qu'il entreprend. Et se reprend une couche supplémentaire de culpabilité et de responsabilité parce qu'il n'a pas réussi, mais qui va se reprendre, et vous allez voir ce coup-ci, répéter la formule ad nauseam, jusqu'à un point où pour ma part, j'avais l'impression non pas de suivre du majocisme, mais pas loin quand même. Alors oui, les blagues sont bien, mais cachent un peu ce côté triste du personnage. C'est le but, me direz-vous, cacher la tristesse sous un vernis d'humour. On fait tous un peu ça. Mais le fait de ne pas traiter ce sujet, malgré les essais de nombreux artistes, fait que c'est un peu cacher la poussière sous le tapis en fait. Néanmoins, le thème de la responsabilité, il faut le dire, amène le personnage à se questionner, ce qui est une chose très très bienvenue dans le genre super-héros. Juste dommage qu'il en abuse beaucoup, ça enlève de la force à ses questionnements s'il les fait sans cesse en fait. Ils sont moins extraordinaires si c'est fait tous les ans. À côté de ça, les histoires de Spidey restent quand même bien cool la plupart du temps. Spider-Man a changé les histoires de super-héros adolescents. Allons parfois jusqu'à l'uniformisation, ce qui est un poil regrettable car il n'y a pas qu'un seul type d'adolescent ni d'adolescence. Mais ça, c'est pas la faute de Spidey, c'est la faute des autres qui ont pris sa formule. Spidey, c'est juste le type qui a montré que on pouvait faire ça comme ça, et ça c'est excellent et il faut toujours s'en rappeler. Spider-Man peut produire un grand nombre de types d'histoires. Une simple histoire fun sans conséquence ? Bien sûr. Du dark un peu grim and gritty ? On en a. De l'émotion et de la chialance ? Mais allez-y, les stocks sont pleins, mesdames et messieurs. Les meilleures séries sur Spider-Man réussissent à faire un mélange de tout ça en fait. Spider-Man vaut aussi le coup de par son cast de personnages. Spider-Man a sans aucun doute certains des meilleurs personnages secondaires de toute l'histoire des comics. Robbie Robertson, Mary Jane, Gwen Stacy, Tante May, Flash Thompson,
Et surtout J. Jonah Jameson. Et aussi une grosse galerie de vilains en tout genre, mais je vous ai déjà dit lesquels j'appréciais, donc on va éviter les répétitions. Même si Octopus est le meilleur. En gros, j'aime beaucoup Spider-Man, mais il pourrait être beaucoup plus haut. Peut-être même dans le trio de tête, si enfin on le laissait faire des choix dans ses responsabilités, car aucun être humain ne peut tout porter. C'est pour ça que j'ai une préférence en fait pour le Spidey de l'univers Ultimate, qui n'a pas eu le temps de se faire prendre dans toute cette boucle en fait. Sinon, Spider-Man est un super perso. Mais c'est le personnage le plus pris dans un statu quo qui l'enserre et l'empêche d'évoluer sur le long terme, le rendant un poil redondant à la longue. Mais ça ne l'empêche pas de connaître encore de bons récits et de voltiger entre les buildings de la 8ème place de stop. Numéro 7. Wolverine. Pour la suite, passons au best buddy de Doop, Wolverine. Ah, Wolverine. Anti-héros, cigare au bec, la répartie facile et les arguments en adamantium qui vont avec. Tout un programme rehaussé d'un facteur guérisseur qui confine à l'invulnérabilité, si ce n'était la douleur qui reste bien présente. Logan commence sa carrière dans un numéro de l'incroyable Hulk, où il combat et le géant de jade et l'infroyable Wendigo, parce que c'était pas assez. Ce n'est qu'après que l'on découvre que Wolverine est un mutant, alors que Xavier le recrute pour sauver les premiers X-Men de l'île de Krakoa. Il créera de la tension dans l'équipe et ne deviendra une figure de premier plan qu'avec l'arrivée du dessinateur John Byrne, lui aussi canadien, et qui va largement pousser le personnage et le mettre en avant. Après tout, il est le meilleur dans ce qu'il fait, et ce qu'il fait n'est pas très joli. Et c'est souvent pour ça qu'on l'aime bien aussi. Après tout, il s'agit sans doute du anti-héros le plus célèbre des comics, je pense. Avec peut-être le Punisher. Sauf que anti-héros... vraiment au final ? Parce que oui, Wolverine tue, mais cela n'arrête pas beaucoup de personnages dans l'univers Marvel au final. Vous croyez que Thor et les Asgardiens, ils en font quoi des géants des glaces ? Pourtant, on n'a jamais chié une pendule à Thor en disant que c'est un anti-héros. Il fume et il est antisocial. Bah la chose aussi. Sherlock Holmes d'ailleurs aussi. On a largement depuis considéré le personnage comme un archétype de héros classique. Si Wolverine peut être considéré à ses débuts comme un anti-héros, c'est parce qu'il rentrait alors dans la catégorie des anti-héros décevants. C'est-à-dire un personnage ayant potentiellement des qualités héroïques, mais qui n'en fait pas usage, ou les utilise mal, ou à mauvais escient, ou qui tend à perdre ses qualités. Par exemple, le Punisher a des qualités héroïques, mais utilise mal les dites capacités en jugeant le mal d'un bloc sans faire de nuances. Le Punisher dit lui-même que c'est mal, il le sait et il est en cela un anti-héros. Le cas de Wolverine est plus compliqué. Pour tous les cas où il ronchonne pour faire un truc, combien de fois refuse-t-il vraiment au final ? La réponse est pratiquement jamais. Il va faire l'action héroïque. J'ai même envie de dire que plus le temps passe, moins il rechigne à être un héros. Il l'est de base. Il continue à se torturer mentalement car c'est plus ou moins son passe-temps désormais, mais il accomplit l'action héroïque, fait largement la part des choses et... bon bah s'il a été un anti-héros à ses débuts, ce dont je suis même pas tout à fait sûr, il est clair qu'il ne l'est absolument plus et cela depuis quand même pas mal de temps. Le Griffu a été domestiqué, et ça depuis longtemps. Wolverine a gardé des habitudes d'anti-héros. Il boit, il tue, mais dans les faits, il faut au moins considérer deux choses. Soit la définition d'anti-héros en comics est différente de celle des autres arts, soit Wolverine n'en est plus un depuis longtemps. Pour moi, ça fait un bon moment que le personnage n'est plus un anti-héros, au point qu'il est parfaitement logique qu'on puisse le voir en tant que proviseur d'une école mutante. Ça lui est arrivé. Wolverine, un peu comme la chose à ses tout débuts, c'est le tonton bourru qui ronchonne dans un coin. Bon, il a quand même pratiquement pris sous son aile tous les petits jeunes paumés qui passaient au manoir des X-Men. Principalement des jeunes filles, c'est vrai, comme Kitty Pryde ou encore Jubilé. C'est son côté papa poule. Toujours est-il que chacun et chacune de ses protégés s'en est sorti grandi. Un qui par contre a parfois connu des soucis, c'est Wolverine lui-même. Pendant longtemps, les origines de Volvi sont restées un mystère, et la révélation de ce mystère a été pour moi une mauvaise chose. Pas terrible et éloigné du personnage, ça a été un repoussoir plus qu'autre chose pour moi en fait. Les histoires de coucherie des Holettes ne collent pas avec ce personnage qui sort des griffes de son corps, va aux enfers plusieurs fois, lutte contre sa bête interne pour justement rester du côté des anges, qu'il a réussi à rejoindre au prix de lourds efforts.
Wolverine, c'est aussi des histoires magnifiques, que ce soit sur les expérimentations qu'il a vécues, l'amenant à avoir son squelette recouvert d'adamantium, comme dans Arme X, des histoires semi-mystiques comme avec les Neuris qui l'aident à rejoindre un plan supérieur dans Wolverine Possession, ou encore des histoires se déroulant dans la mystérieuse et dangereuse île de Madripoor, comme dans beaucoup de ses titres solo, mine de rien. Et bien sûr, tous ces passages au Japon me placent généralement à un point que je le soupçonne fortement d'avoir une résidence secondaire au pays du soleil levant. Peut-être même qu'il aurait surnommé son logis Mariko, qui sait. Alors oui, Volvi est bourrin et bondit dans l'action, ce qui dans un médium visuel lui donne forcément des points bonus. Il est au centre de l'action, fournit de très bons motifs dramatiques, avec son passé et sa rédemption. Il est un peu chiant quand on veut revenir sur son attirance pour Jean Grey alors que Mariko Forever... Mais le Griffu envoie largement du pâté et est à mon sens l'un des rares anti-héros à être devenu ce que l'on peut qualifier de héros en lui-même. Pour toute son œuvre, il lime ses griffes à la 7ème place de stop. Numéro 6. Hercule. L'un des plus grands héros antiques, ou en tout cas le plus connu, parce que les mythes grecs ont une plus grande longévité que les autres, en tout cas par chez nous, et il a été réinventé dans l'univers Marvel. Fils de Zeus et de la mortelle Alcmène, Hercule est un demi-dieu, mais aussi un héros qui se bat pour l'humanité depuis l'Antiquité. Connu aussi sous le nom de Prince of Power, le prince du pouvoir version Marvel, a connu plus ou moins les mêmes choses que l'Hercule mythologique, jusqu'à sa mort et son ascension en tant que dieu dans l'Olympe. Là, il a épousé Hébé, la déesse de la jeunesse, et malgré quelques coups de canif dans le contrat, eh bien les deux sont toujours en couple et s'entendent assez bien. Ce qui n'est absolument pas le cas du reste du panthéon grec, qui est un nid de vipère presque tiré dans les pattes à chaque occasion. Hercule est apparu dans les comics Marvel à la suite d'un numéro annuel de Thor, donc du titre Journey into Mystery, où le blondinet a commencé. Quoi de mieux pour ce numéro plus long que de montrer Thor face à un autre héros divin antique, le plus connu, Hercule. C'est ainsi qu'Hercule nous est présenté dès le début comme le rival héroïque de Thor. Quel rival ? Prêt à se donner à fond quand il s'agit de se départager, mais également fier ami, loyal dans les moments de besoin. Hercule devient très vite un guest star régulier du titre Thor, puis du titre Avengers. C'est que Hercule, il s'ennuie dans l'Olympe. Il cherche toujours à retrouver l'excitation de l'action de son jeune temps en tant que héros. En plus, il se souvient aussi de la condition de mortel qu'il a connue. Il n'hésite donc pas à rester sur Terre pour protéger les mortels et aussi vivre une vie plus excitante que celle d'un dieu. Du win-win dans l'œil d'Hercule, qui est le plus fort des Olympiens, ou en tout cas il ne cesse de le répéter. Il est un membre régulier des Avengers et va même participer à la fondation de l'équipe des champions, où Hercule sera en équipe avec plusieurs héros, mais notamment un auquel le personnage est aussi lié, le géant de jade, Hulk. Faut dire aussi que dans une de ses premières apparitions, Hercule va réussir à faire jeu égal avec Hulk, amenant à un match nul entre les deux. Ce titre, Tales to Astonished 78, est actuellement un classique où Hulk et Hercule sont comparés l'un à l'autre. Les deux sont costauds avec un petit tempérament et des règles de vie plutôt simples, mais l'un est apprécié et l'autre non. Du coup, il est logique qu'à la fin de World War Hulk, beaucoup plus récemment, la série devienne une série sur Hercule. C'est d'ailleurs l'une des meilleures séries sur le personnage, un road trip entre Hercule et Amadeus Cho, préfigurant la relance de Valiant d'Archer and Armstrong. On a pu faire beaucoup de choses avec Hercule, de l'humoristique comme on l'a déjà dit, mais aussi du sérieux, où l'on raconte comment par exemple s'adaptent les différents dieux à notre époque, où Hercule est par exemple coloc avec Gilgamesh. Et on a même des récits alternatifs comme les récits de Bob Layton, qui imagine le personnage au 24e siècle dans les récits Prince of Power. Dans ceux-ci, Hercule est banni de l'Olympe et part se forger une nouvelle identité héroïque dans l'espace, avec un sidekick robotique, l'enregistreur. Le personnage marche dans énormément de contextes, bouge un peu partout dans tout l'univers Marvel et a un comportement hédonique que l'on ne retrouve que chez peu de personnages en comics. Un penchant pour les plaisirs de la vie, une attitude nonchalante face au danger, ce genre de choses. Et aussi parfois, il est vrai, une écriture lourdingue de la part de certains scénaristes. C'est comme ça, les scénaristes ont tous leurs chouchous et certains leurs bêtes noires. Hercule connaîtra de nombreux bas dans sa vie. Que ce soit la perte de sa divinité, sa chute dans l'alcoolisme au point d'être impotent, sa ruine qui va l'obliger à travailler à l'entreprise de reconstruction Damage Control, son passage chez les héros Aloé, mais à chaque fois c'est pour mieux se relever comme la figure héroïque grecque qu'il est. Et c'est comme ça que je le préfère, exubérant, simple, mais pas idiot, à la 6ème place de stop. Numéro 5.
Adam Warlock. Oui, on va parler de lui dans Stop. Et quand je dis lui, c'est parce que c'est littéralement le premier nom qu'on lui a donné. Him. Il s'agit d'une expérience scientifique qui va mal tourner, comme toutes les expériences scientifiques maintenant que j'y réfléchis, mais cette expérience visait à créer la vie. Nous sommes dans le titre des 4 Fantastiques, tout début, et le groupe de scientifiques fous nommé l'Enclave, ou Beehive en anglais, ont décidé de créer un cocon contenant l'humain parfait, afin de pouvoir le manipuler. À peine né, celui qui n'a pas de nom, mais que l'on nomme lui, sent la corruption de ses créateurs et part directement dans l'espace pour réfléchir à tout ça. Seulement il manque de mourir suite à des astéroïdes qui passaient par là, et il faudra l'intervention d'Uatu, le gardien, pour le sauver, au prix d'un retour en mode cocon. Plus tard, dans le titre Thor, lui se réveille, découvre Sif et se dit que le kidnapping finalement c'est pas si mal. Thor va être fou de rage, devenir berserker, et pas fou le coco, lui va se dire que repasser en mode cocon dans l'espace ce serait peut-être pas une si mauvaise chose en fait. Et c'est là qu'on attaque les choses sérieuses. Le cocon est récupéré par le maître de l'évolution, un type un peu taré qui joue à faire évoluer tout et n'importe quoi. Celui-ci, bizarrement, s'entend bien avec lui, et va lui donner un nom, Adam, car c'est le premier de son espèce. Le parallèle biblique est entièrement voulu, car la série qui va suivre veut parler de Jésus-Christ sur le mode super-héroïque. Adam devient donc Adam Warlock, une sorte de messie envoyé sur une création du maître de l'évolution, la contre-terre, une autre terre grosso merdo. Le hic, c'est qu'une création du maître de l'évolution, Man-Beast, a décidé d'aller sur la contre-terre et foutre le zbeul, histoire de pousser tout le monde à faire le mal. Bref, le maître de l'évolution, c'est Dieu, Man-Beast, c'est le diable, une création de Dieu qui a failli, et Adam Warlock, c'est le mec envoyé par Dieu pour réinspirer les humains de cette contre-terre à faire le bien avec un artefact nouveau, mais puissant, la gemme de l'âme. Pour tout vous dire, le scénariste Roy Thomas avait juste kiffé la comédie musicale Jésus-Christ Superstar. Et c'est même pas une blague en plus. Bref, la série ne marche pas super bien, et un an après, grosso merdo, un certain Jim Starlin arrive pour réinventer le personnage, dans la série Strange Tales tout d'abord, puis dans une nouvelle série à son nom. Jim Starlin donne une dimension plus cosmique au personnage, le fait de sillonner l'espace, qui jusqu'ici n'était pour lui le lieu juste où on se retrouve entre les différentes histoires, une sorte de refuge, devient l'endroit où il vit ses histoires. Adam Warlock découvre que lui-même, dans le futur, est devenu le Magus, un despote gourou d'une religion secte chelou, l'église de la vérité universelle, qui veut détruire en gros tous ceux qui ne ressemblent pas au Magus. Tout un programme, géré donc par son lui du futur, le Magus. Voici Adam Warlock, décidé à ne pas devenir celui-ci et à changer sa destinée, parce que Jim Starlin voulait évoquer la schizophrénie avec un personnage de super-héros. Avec tout ça, il est lancé en tant que héros cosmique sillonnant les galaxies, se fritant contre Thanos, et dans le surfeur d'argent, mourant régulièrement, encore une fois c'est une métaphore de Jésus-Christ, mais revenant du coup souvent, toujours, soit via la gemme de l'âme, soit via la vieille solution du cocon. Adam Warlock est un personnage qui a extrêmement évolué au fil du temps, partant donc d'une sorte d'antagoniste au tout début, créé par les vilains, via son combat avec Thor, pour devenir une sorte de messie chelou pour finir en poids lourd cosmique et souvent gardien et protecteur des gemmes de l'infini. C'est un personnage qui peut être merveilleusement bien écrit, pouvant montrer les affres de l'âme humaine dans ses meilleurs moments. Il est après tout le porteur de la gemme de l'âme, il a même vécu à l'intérieur de celle-ci. Actuellement, il est plus utilisé dans les sagas cosmiques de Marvel, comme catalyseur de conflits dès que l'on veut parler des gemmes de l'infini, ou alors on le fait apparaître dans les Gardiens de la Galaxie quand on veut faire du serious business. En tout cas, le personnage n'est pas vraiment fait pour la gaudriole, et fait partie à mon sens du groupe restreint de personnes que j'appelle les nobles âmes de l'univers Marvel. Car Adam tente toujours de ne pas devenir maléfique dans son futur proche, et c'est pour cela qu'il sillonne l'infini cosmique de la 5e place de Stop. Numéro 4. Kitty Pryde. Kitty Pryde, ou Catherine Anne Pryde si l'on prend son vrai nom, est une mutante qui a connu de nombreux noms différents, pas forcément très heureux ni intéressants, du coup tout le monde l'appelle Kitty Pryde en fait. C'est mieux que Shadowcat, Sprite, Ariel, ou encore l'étincelle, comme ça avait été la traduction française. Même si maintenant, elle veut qu'on l'appelle Kate.
Ce qui est normal, la jeune fille a diablement grandi au fil du temps et que le diminutif de Kitty s'appliquait à une jeune fille, ce qu'elle n'est plus. Vraiment. Techniquement, se faire surnommer chaton, ça va 5 minutes. Mais bon, les habitudes vont avoir la vie dure, c'est sûr. C'est que Kitty Pryde, on l'a connue jeune en fait. En 1980, dans le numéro 129 d'Uncanny X-Men. Il s'agit d'une jeune mutante qui, à l'âge de 13 ans, est courtisée par 2 écoles de jeunes mutants concurrentes. Le club des damnés d'un côté et l'académie Xavier de l'autre. Bien sûr, Kitty va finir à l'académie Xavier, chez les X-Men. Physiquement, John Byrne va lui donner le look d'une Sigourney Weaver adolescente et sera la plus jeune à rejoindre l'équipe des X-Men. Du coup, elle sera pour beaucoup de personnages une sorte de petite sœur. C'est le cas notamment pour Tornade et aussi un petit peu pour Wolverine. Même si le Griffu va aussi clairement être le papa poule. Kitty Pryde va donc grandir chez les X-Men et nous, lecteurs, allons la voir grandir aussi. J'estime qu'elle est actuellement dans sa vingtaine. Son récit est donc pour le moment celui d'une adolescente qui est devenue une jeune adulte dans un monde qui la hait et la craint, comme le dit la tagline des X-Men. Elle est le meilleur personnage pour se rendre compte de ce que ça fait de grandir en tant que mutant dans l'univers Marvel. Et ça, c'est incomparable. C'est au cœur du récit des X-Men, et Kitty Pryde est la meilleure façon de s'en rendre compte, car elle est restée un personnage principal des X-Men, à divers postes et à divers endroits, depuis 40 ans. Les autres petits jeunes n'ont pas connu une telle mise en avant, ce qui fait de Pryde le personnage à suivre. Son pouvoir aussi est excellent. Techniquement, Kitty est une passe-muraille, elle peut passer à travers la matière solide en phasant à travers. Plus la matière est dense, comme l'adamantium par exemple, je sais pas pourquoi je prends ça un hasard, plus Kitty aura du mal à passer au travers. Petit bonus funky, quand Kitty phase à travers un appareil électronique, eh bien l'électronique est détruite au passage. Rajoutons à cela que Kitty Pryde connaît les arts martiaux, touche à bille en technologie et sait piloter beaucoup de vaisseaux, allant du Blackbird à des vaisseaux spatiaux. Et puis aussi son meilleur ami est Lockheed, un petit dragon violet qui la suit partout. Et ça aide pour la diplomatie d'avoir son dragon personnel. Kitty Pryde va devenir professeure à l'académie, et même devenue la leader des X-Men, à l'âme tellement pure qu'elle peut manier l'épée de l'âme Soulstorm, et est mon personnage préféré de toute l'immense écurie des mutants chez Marvel. Kitty Pryde phase donc à la 4e place de Stop, et c'est diablement mérité. Numéro 3. Le surfeur d'argent. Le surfeur d'argent est à la base un extraterrestre du nom de Norinrad. Il s'agit d'un simple astronome de la planète Zenla. Regrettant l'immobilisme de sa planète d'origine, il proposera un marché à Galactus, le dévoreur de mondes, quand celui-ci passera pour bouffer sa planète. Norrin propose à Galak, oui je vais leur donner des petits noms comme ça, de lui servir de héros, parcourant l'espace à la recherche de planètes que ce dernier pourra boulotter en échange de la survie de sa planète et de ses habitants, dont sa ravissante fiancée Shadabal. C'est ainsi que Norinrad reçoit une portion du pouvoir cosmique de Galactus, devient tout gris métallisé et se balade dans l'espace sur une planche de surf, une idée signée Jack Kirby. C'est ainsi qu'on le voit apparaître la première fois, alors qu'il conduit Galactus sur Terre et que les 4 fantastiques, avec l'aide d'Uatu le gardien, ne vont pas se laisser faire. Touché par la vivacité et l'envie de vivre des humains, le surfeur d'argent va se rebeller contre son maître Galactus. Le surfeur sera donc puni par Galak. Puisqu'il aime tant cette planète, il ne pourra plus en sortir et sera condamné à vivre dessus. C'est sur cette base que Stan Lee va lancer une série sur le surfeur d'argent. Car si Stan Lee n'est pour vraiment pas grand chose dans la création initiale du surfeur, puisque c'est Jack Kirby qui s'est dit qu'un gars comme Galactus devrait avoir un type qui cherche les planètes pour lui, eh ben, même s'il n'est pas pour grand chose dans sa création, le surfeur lui a tapé dans l'œil, au point d'être un de ses personnages préférés de tout l'univers Marvel. Stan Lee utilise le personnage pour présenter sa vision du monde, et c'est sur le surfeur que Stan The Man a sans doute été le plus sincère dans sa création. Mais la série ne marche pas trop et est vite annulée. Le personnage passe donc faire le guest un peu partout, mais Stan Lee va commencer à mettre le haut là. En fait, il aime tellement le personnage qu'il aimerait bien être un peu le seul à faire des histoires avec lui en fait. Ça va même poser problème en France, puisque quand Luke commencera à faire des histoires avec les héros Marvel, ils vont commencer avec le surfeur, puisque lui marche super bien en France, et ça va pas du tout plaire à Stan. En fait, aux États-Unis, il faudra attendre 1987 pour voir Stan Lee en fait laisser un peu quelqu'un d'autre écrire le surfeur. Et comme le personnage est plus libre éditorialement,
on va commencer à s'amuser avec. Le surfeur peut retourner s'amuser dans l'espace et quitter la Terre, on va parler politique sur Zenla, on va rajouter Adam Warlock et Thanos. Bref, le surfeur devient un être cosmique de premier plan petit à petit. Faut voir qu'avant cela, les histoires étaient surtout des histoires où le surfeur se lamentait d'être coincé sur Terre et de ne plus voir sa ravissante Chalabal, puis trouver l'amour dans les bras d'Alicia Masters, qui a aussi été la petite amie de la Chose et de la Torche Humaine, ce qui a donné quelques petits moments un peu gênants parfois. Bref, les histoires du surfeur ont déjà changé d'envergure et sont régulièrement en train de le faire. Mais ce qui est intéressant, c'est que malgré ces changements, le surfeur garde la même grandeur d'âme, une noblesse qui en fait un personnage tout à fait à part. La noblesse d'âme du surfeur est telle que quand on a dû lui trouver un ennemi du temps où il était bloqué sur Terre, on lui a inventé un démon, Mephisto. Ce qui fait du surfeur d'argent techniquement un ange. Parce que oui, des gugus qui se fritent dans l'espace, c'est pas ça qui manque. Mais un qui a une telle noblesse d'âme, c'est très rare. Une qui est née du dégoût de ses propres actions en tant que héros de Galactus et qui a conduit à l'un des meilleurs personnages de Marvel. Bref, le surfeur d'argent sillonne l'infinité cosmique, sur sa planche nommée 3ème place de stop. Et donc là, normalement, il reste 2 grands noms, qui sont pas sortis, mais qui sont sur la vignette et tout. Donc histoire de faire durer un peu plus le suspense sur qui est premier et qui ne l'est pas, faisons de suite les mentions honorables, ceux qui ont failli être dans Stop, sans ordre vraiment particulier. Bucky, vieux sidekick sur le retour avec option soviétique et lavage de cerveau. Ah, les soirées russes sont toujours trop arrosées. Cantine Quire, le Kid Omega trop pas conformiste, tu vois. Et puis d'abord, la destruction, c'est l'expression de sa personnalité, tu vois. Wanda Maximoff, la sorcière rouge vengeresse. No More Magneto, et ça fait un peu chier. Bishop, venu du futur pour nous prévenir que les tatouages sur la tête, en fait ça fait super mal, et qu'en plus il faut être sûr de son tatoueur. Lui, il voulait un dauphin, mais on lui a fait un M. Hawkeye, un ancien méchant reconverti. Enfin, ancien méchant, ça a duré que quelques numéros, mais il aime bien le rappeler pour pas qu'on le confonde avec Green Arrow. Black Widow, espionne ex-KGB qui est assez hésitante sur ce qu'elle veut, Avengers ou pas, rousse ou pas, immortelle ou pas. Madrox, le mutant qui peut exister en de multiples versions de lui-même, l'ami idéal pour vos déménagements et les séries de Peter David. Rachel Grey, l'un des rejetons infernaux de la lignée Summers qui s'étend à travers les multivers. Peu conformiste, mais aimerait bien, paradoxal. Squirrel Girl, le personnage bien fun à lire quand il est bien écrit, et la seule personne en dehors d'Arnold Schwarzenegger à pouvoir dire sérieusement « allons casser des noix », ce n'est pas rien. Légion, le fils de Charles Xavier, trop puissant pour être utilisé par des scénaristes peu expérimentés. Il faut des gens comme Simon Spurrier pour en faire un personnage extraordinaire. Et donc maintenant, retour au top avec... numéro 2. Hulk, le géant de jade, la balafre verte, le destructeur de mondes. Ou bien un mec paumé doté d'une malédiction sous la personne de Bruce Banner. Ou bien le tout à la fois. C'est sans doute pour ça que je l'aime. Hulk a une réputation de bourrin sans cervelle, et du coup ses titres ont aussi cette réputation. Et je vais pas vous mentir, oui certains titres Hulk sont bourrins et sans cervelle. Vous vous souvenez de la saga du Red Hulk, aussi appelé Rulk ? C'était bourrin et sans cervelle. Un peu fun aussi, comme un petit nanar. Mais ne vous y trompez pas, beaucoup d'histoires d'Hulk ont énormément de qualité et sont souvent beaucoup plus cérébrales qu'on ne pourrait le penser. Mais commençons déjà par définir notre sujet. Le docteur Bruce Banner est un scientifique émérite, un scientifique civil qui travaille pour l'armée. Il participe à la création d'une nouvelle bombe à rayons gamma. Malheureusement, un certain Rick Jones décide de se la jouer bohème sur la zone de test. Notre bon docteur Banner se rue dehors pour le sauver, et en une explosion pharaonique de rayons gamma, le docteur est irradié et se change la nuit venue en un monstre gris nommé Hulk. Tout à fait gris, il ne deviendra vert que quand on se rendra compte qu'il serait plus visible avec les méthodes d'impression de l'époque en vert. Et cette histoire de nuit ne va pas rester bien longtemps, même si certains auteurs aiment bien y faire référence. En fait, pour tout dire, cette première série Hulk ne va pas vraiment marcher. 6 numéros et puis s'en va, pourrait dire Larry Tournell. Mais ces 6 numéros vont à chaque fois changer un élément de l'origine story de Hulk, en faisant donc un terrain de test pour Stan Lee, Jack Kirby et Steve Ditko. Hulk va donc sonner au pôle emploi des héros qui n'ont pas de titre à eux, et se retrouveront en membre fondateur des Avengers, qui va quitter dans le numéro 2 et les attaquer avec l'aide de Namor dans le numéro 3. Hulk en ennemi, c'est aussi comme ça qu'on va le retrouver chez les 4 Fantastiques,
et à force d'apparaître partout, on lui donne le droit d'avoir la moitié du magazine Tales to Astonish. Les règles vont donc commencer petit à petit à apparaître. Comme le dit le scénariste Greg Pak, c'est très simple. Quand Banner est énervé, il se transforme en Hulk, et plus il est énervé, plus il tape fort. Ça n'a l'air de rien dit comme ça, mais on peut faire des tonnes d'histoires avec ce simple postulat. Tenter de retenir la bête à l'intérieur en présentant le tourment de Bruce Banner, montrer Hulk qui lui cherche à vivre loin des humains qui ne font que l'attaquer et le provoquer, tenter de voir les deux entités que sont Hulk et Banner tenter de s'apprivoiser et mieux vivre leur cohabitation forcée et tant d'autres histoires possibles. Des fois on va avoir des séries vraiment perchées. Bill Mantlo et Sal Buscema vont faire subir à Bruce Banner un suicide psychique, laissant Hulk exilé dans le limbo, et on va avoir un géant de jade incapable de former des pensées conscientes passer de dimension en dimension. Et c'est là mon exemple préféré pour expliquer une des forces du personnage de Hulk. Il peut marcher dans un nombre incroyable de types d'histoires. C'est un super-héros mais aussi un personnage d'horreur, et la fusion des deux lui donne des possibilités immenses de types d'histoires à sa disposition selon les dosages des deux genres. Hulk a été un gladiateur dans l'espace menant une révolution dans un style narratif d'heroic fantasy, ça s'appelle Planet Hulk. Hulk peut chercher l'amour, que ce soit via Betty Ross, l'extraterrestre Jarella du Microvert, Angela Lipscomb, une autre extraterrestre nommée Kaera de la planète Sakaar, l'agent du Shield Kane Westboro, et encore une autre extraterrestre nommée Burette, et je commence à percevoir un pattern. S'il y a un auteur qui a marqué Hulk, c'est Al Ewing. Non, je rigole. Bien sûr qu'il va être marquant, mais il est encore en train de faire sa très bonne série à l'heure actuelle, et son run se repose beaucoup sur l'un des meilleurs du géant Jade, à savoir le Hulk de Peter David. Pendant 10 ans, le scénariste va produire un des meilleurs passages du monde des comics, s'attachant à explorer en détail la psyché de Hulk et de Banner, montrant comment chacun peut s'apprivoiser l'un l'autre et quels sont les traumatismes qui ont fait que Bruce Banner a réagi ainsi aux rayons gamma. Je rappelle une chose que j'avais dite quand j'ai parlé de She-Hulk, c'est que les rayons gamma ont tendance à modifier les individus selon ce qu'ils ont déjà à l'intérieur d'eux, selon leur nature profonde, un peu comme dans le film The Mask en gros. Donc oui, il y a un sacré trauma chez le petit Banner et parfois Hulk, sa malédiction et aussi son protecteur face à ses traumatismes. Il y a beaucoup plus à voir en Hulk qu'un gros bourrin qui tape fort, même si, avouons-le, cet aspect-là fait aussi plaisir et a le mérite d'être visuel. En fait, il y a tellement de façons de mettre en scène Hulk et d'écrire une histoire sur lui que je reste assez énervé de voir que les films sur le géant Jade ont tendance à ne garder que la période « je tape des tanks dans le désert », un film narratif qui date des tout débuts et dont il a su se diversifier quand même assez vite. Et c'est là que je me dis qu'honnêtement, je peux vous dire que la première fois que j'ai vu Hulk, c'était dans un dessin animé, l'incroyable Hulk, qui possède à mon sens un générique superbe et qui résume beaucoup de ce qui fait Hulk. Bam, 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 bam. Bref, Hulk est un vaisseau à histoire incroyable, il cache la psyché fragile de Banner derrière cette imposante musculature, et même Hulk lui-même a plusieurs personnalités, et on arrive à des micmacs de complexité assez folles. J'ai un faible pour le Hulk sauvage, le plus classique, qui cherche en fait à fuir la compagnie des humains, car ça se finit toujours en bagarre avec eux. Mais voir ce Hulk se lier d'amitié avec des humains de passage me fait toujours un peu de bien dans le cœur. Si le héros Marvel est censé représenter l'outsider, Hulk est l'outsider parfait au sens où il ne s'intègre jamais vraiment. Il a toujours crainte d'être rejeté, il l'est souvent d'ailleurs, et c'est aussi la raison pour laquelle il apparaît souvent en antagoniste. Mais ses premiers instincts sont souvent tendres et héroïques, il faut juste pas l'énerver. Hulk a réussi à faire partie de certaines équipes, comme par exemple l'équipe des Defenders où il s'est fait des copains qui sont dans Stop, comme le surfeur d'argent, Namor ou encore Valkyrie. Hulk est unique dans l'univers Marvel, voire même dans l'univers des comics tout court, et mérite très largement sa deuxième place. Et donc, vous l'aurez compris, le numéro 1 est... numéro 1. Thor. Tu nous viens des grands espaces, l'arc-en-ciel conduit tes pas. Dans le monde, rien ne te surpasse, le dieu de la foudre, oh, c'est toi. Thor, dieu de la foudre asgardien, un personnage largement romancé et repris d'une ancienne mythologie, qu'il a un peu contribué, mine de rien, à sortir de l'oubli.
Parce que là où les mythes grecs nous restent assez familiers, ce n'est pas vraiment le cas de la mythologie nordique. Il a fallu une certaine obsession de la part de Jack Kirby pour ramener le personnage, qui avait déjà casé des torts chez Timely, Atlas, l'ancêtre de Marvel, et même chez DC aussi. Mais au final, celui qui marchera, c'est celui qui naît en 1962 dans les pages de Journée into Mystery. Le frêle et chétif docteur Donald Blake se balade, tombe sur des aliens, s'échappe, tombe dans une grotte, il y a un marteau avec marqué « Quiconque soulève ce marteau sera digne du pouvoir de Thor », et pif paf badaboum, plus d'aliens et l'histoire est finie. Comme vous vous en doutez, à la façon dont je la raconte, je suis pas un fan de cette histoire d'origine. En fait, j'ai du mal avec les toutes premières histoires de Thor. Il y a Loki, il y a Odin, mais ça manque d'enjeu, de piquant, jusqu'à ce qu'Odin refuse que Thor soit avec la simple Jane Foster, infirmière du bon docteur Donald Blake. Là, on a vraiment les deux royaumes qui interfèrent l'un avec l'autre. Tu frayeras pas avec une simple mortelle, mon fils, tu es un dieu. Mais père, je l'aime. Et tout le tout-team qui m'intéresse chez le personnage. Bah ouais, parce qu'avant, ça ressemble à du super-héros lambda. Et là, avec la notion de monde qui se mélange vraiment, et pas juste Loki, qui en fait pourrait être remplacé par n'importe quel autre super-vilain, on arrive à de l'unique. Thor est un dieu. Et en plus, même pas un dieu principal, mais quelqu'un à qui on donne des ordres. C'est Odin, le chef. Et là, ça donne la possibilité de se rebeller. Et ça, j'aime. Les histoires de Thor, ou en tout cas les plus savoureuses, sont du Shakespeare de fantasy. Shakespeare, parce que c'est clairement l'inspiration de Stan Lee pour les dialogues, et même pour la noblesse du personnage, qui en cela est très différent du Thor mythologique, et puis la fantasy, parce que Kirby ramène le folklore qu'il connaît bien, parce qu'on l'envoie dans des mondes superbes et inconnus, et même parfois dans l'espace pour aller discuter avec Galactus ou se battre à mort contre un céleste. Bon, sa relation avec l'humain Donald Blake est compliquée. Des fois, c'est un humain lambda qui peut se transformer, des fois, c'est Thor lui-même dont Odin a modifié la mémoire pour lui apprendre l'humilité. En tout cas, à la base, c'était encore une fois un rappel à Captain Marvel, alias Billy Batson, alias Shazam. Thor est mon personnage Marvel favori, sans aucun doute. À partir du moment où Thor a dit « va te faire voir » à son père Odin concernant son amour envers Jane Foster, je n'ai pratiquement jamais lu un comics Thor où je n'ai pas été diverti par au moins un élément. Je dis pratiquement parce qu'il y a un comics Thor avec des vikings zombies que je déteste singulièrement et que Rob Liefeld a fait le con avec durant Heroes Reborn, mais chaque règle a ses exceptions et je pense vous les avoir toutes dites. Tout n'est pas parfait, mais il y a toujours au moins un truc de bien dans les comics Thor pour moi. J'admire vraiment la noblesse du personnage, une noblesse qui apparaît assez déplacée quelque part dans l'univers Marvel, qui sonne un peu plus d'essai. C'est sans doute aussi pour ça que je l'aime autant, en fait. Bon, et puis j'ai étudié un peu le vocabulaire de Shakespeare à la fac, donc des phrases comme « Thou and I, hand to hand, shall settle thy fate once and for all » me rappellent des souvenirs aussi. Ça peut jouer. Thor a connu énormément d'histoires fantastiques. Le run de Walter Simonson est le meilleur, bien entendu, revenant à plus de mythologie et contenant des moments de bravoure ultimes comme la mort de Scourge, la malédiction de Thor par la déesse de la mort Hel, le Ragnarok, enfin un des Ragnarok. Il y en a eu plusieurs, et la nature cyclique de la mythologie nordique va être reprise avec un grand soin et des idées assez malignes par Marvel, pour le coup. Parce que les dieux reviennent après Ragnarok, relançant un nouveau cycle. Thor est le fils d'Odin, qui a été un moment à la place de Thor sous les ordres de son père, Bor, et qui a connu lui-même une sorte de Ragnarok, et ainsi va le cycle. Grosso merdo, j'ai simplifié beaucoup. Mais il y a des tonnes d'autres Ron fantastiques. Lee Kirby, Aaron, Straczynski, Dan Jurgens, Jerry Conway, Don DeFalco, Ron Mars et... Bon, je vous l'ai dit, j'aime un peu toutes les époques, mais tous ces runs sont formidables et Walter Simonson est au-dessus. J'aime les comics Thor. Thor est noble mais a aussi des défauts, un peu vantard et vaniteux, un peu soupolé aussi parfois, voire beaucoup quand il succombe à la folie meurtrière du berserker et... encore une fois, j'y vois un personnage de théâtre, la vanité et la folie, l'hubris et la folie. Les défauts du héros tragique par définition, je ne parle pas d'une inspiration shakespearienne pour rien, mais ces défauts sont contrebalancés par un courage et une volonté sans faille. Un autre truc génial avec Thor, c'est la galerie de personnages qui vont avec. Certains sont eux-mêmes dans Stop, c'est vous dire.
Et même en enlevant Beta-Ray-Bill et Valkyrie, et même Hercule, il reste les 3 guerriers, Fandral, Ogul et Volstagg, Sif la guerrière, Heimdall, gardien du pont, Srog, la grenouille. Srog la grenouille, oui, c'est un crapaud. Si un crapaud est digne, il peut soulever le marteau et devenir Thor. C'est un autre truc qui est cool avec Thor, c'est de pouvoir être quelqu'un d'autre. On l'a vu récemment avec une longue période avec une femme qui soulève le marteau, et si je dis une femme, c'est pour cacher son identité, car l'intrigue va jouer avec le mystère un petit peu, mais d'autres personnes l'ont fait avant, que ce soit Beta-Ray-Bill, Eric Masterson alias Thunderstrike, ou encore Roger Norvel, qui va connaître un destin tragique. Thor, c'est la même fougue et énergie qu'Hercule, avec en plus ce petit soupçon de drame shakespearien en sus. Je vous laisse l'allitération, elle est cadeau. C'est celui qui tombe et qui repart aussitôt, sauf quand on veut accentuer le drame. Mais même dans ces cas-là, c'est sans doute celui qui reste le moins déprimé en fait. Thor, c'est la fougue. Même quand on doit taper les Célestes, les sortes de big boss cosmiques de l'univers Marvel, dans un combat d'anthologie. Mais Rétrophile parle de cet épisode mieux que moi pour lui. Thor a des défauts, souvent dans des titres d'équipe où il représente une grosse force de frappe et donc il faut lui donner des défauts pour faire briller aussi les autres personnages. Parfois aussi les défauts de son âge, comme tous les vieux personnages. Ce qui est acceptable socialement dans les années 60 ne l'est pas forcément en 2020 par exemple. Mais le personnage est celui qui me parle le plus de la maison des idées, et c'est pourquoi il trône à la première place de ce top de mes héros Marvel préférés. Et voilà, c'est la fin donc de ce top 42 de mes héros Marvel préférés. Ça a été long. Il faut dire aussi que on a repris le travail, c'est un peu plus fatigant, donc la suite viendra et bien plus tard, tout simplement. En attendant, il y a quelqu'un en commentaire qui m'a dit qu'il allait faire son propre top. Et vous savez quoi, je trouve que c'est une bonne idée. Je vous encourage à le faire si l'idée vous plaît, tout simplement parce que... Alors, c'est pas pour le plaisir de faire des listes, ou de mettre des trucs, ou dire machin est meilleur que truc, ou pas ça. De toute façon, voilà, c'est pas pour dire que meilleur est machin, c'est pour dire moi je préfère machin. Et ce qui est intéressant, c'est pourquoi on préfère machin. Donc je vous encourage vraiment, du coup, à tenter ce genre de choses si l'exercice vous plaît, et n'hésitez pas à me les envoyer, je serai forcément très intéressé. Voilà, surtout s'il y a beaucoup d'argumentation et tout ça, je suis toujours très intéressé par savoir comment les gens pensent et ce qui vous intéresse et tout ça. Donc voilà. En attendant, prenez soin de vous et à une prochaine.